Moussa Show. Bonjour Monsieur Borelli, vous êtes le maître des conférences à l'UCB Lyon 1, mais vous êtes aussi fondateur de la Maison des mathématiques et de l'informatique de Lyon. Pouvez-vous nous présenter rapidement cette maison et à quel public s'adressent les activités qui s'y organisent? Eh bien, la Maison des mathématiques et de l'informatique est un lieu entièrement dédié à la diffusion de ces deux disciplines. Donc elle propose un panel d'activités. D'abord une exposition permanente sur l'année, qui change chaque année, mais permanente sur une année. Actuellement, c'est mathématiques et musique. Elle est ouverte à tous les publics, le mercredi, le samedi, et puis elle se visite pour les groupes, et essentiellement les scolaires, en semaine. Alors, Monsieur Lachal, vous êtes docteur en probabilité et chercheur en analyse stochastique, c'est-à-dire les fluctuations aléatoires, mais vous êtes aussi professeur à l'INSA Lyon. Oui. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce que sont vos recherches, et notamment, je crois que vous avez un théorème à votre nom. Un théorème est un grand mot. On dirait que tout chercheur produit des résultats qui sont soit originaux, soit qui vont surenchérir d'autres résultats connus. Donc, je m'inscris plutôt dans cette direction-là. Et moi, il y a vraiment un gros problème qui m'intéresse depuis 20 ans, on va dire, presque même plus. C'est l'étude de problèmes de temps d'atteinte d'un ensemble donné partant d'un autre ensemble. Donc moi j'aime bien sortir l'allégorie du dipsomane impénitent à l'INSA, c'est-à-dire en gros c'est le bisu qui sort de la cafette un vendredi soir, éméché, et qui essaye de rejoindre sa résidence, on va dire. Donc on va prendre juste un chemin très simple ou linéaire, donc qui relie ces deux antres, et il va faire un pas en avant, un pas en arrière, un peu au gré du hasard. Et la question est de savoir, est-ce qu'il va arriver à rejoindre tôt ou tard son lit en temps fini ou non? Ou alors va-t-il aussi peut-être revenir par la cafette avant d'avoir atteint son logement? Bonjour Monsieur Villani, vous êtes professeur à l'Université Lyon 1, mais vous êtes surtout le directeur du Grand Institut Henri Poincaré. Alors, vous avez obtenu en 2010 la très prestigieuse médaille Fields, pour notamment des travaux de recherche mathématique appliqués à la physique. Et depuis l'obtention de cette médaille et bien avant, vous avez œuvré à la diffusion des sciences mathématiques dans le monde entier, on peut le dire, et à tous les niveaux. Et pouvez-vous nous détailler cela? Je commencerai par remarquer que mes recherches ont des points communs avec les recherches des deux autres invités, et même si j'ai jamais travaillé dans le calcul stochastique, j'ai travaillé sur des problèmes de physique mathématique liés à la structure moléculaire de la matière, gaz, plasma, et donc des sujets dans lesquels l'analyse stochastique a aussi joué un rôle fondamental. Et puis effectivement, ça fait des années que je suis extrêmement engagé sur le front de la diffusion scientifique, des conférences, beaucoup de conférences, des ouvrages grand public, et avec toujours un soin apporté à évoquer non seulement les sujets, mais les façons de travailler des mathématiciens. En ce moment, nous sommes sur un gros projet à l'Institut Henri Poincaré, qui aboutira d'ici 4 ans à la fondation d'une sorte de musée, un espace muséal et interactif qu'on appellera Maison des mathématiques, qui s'apparentera un peu à la Maison des mathématiques et de l'informatique évoquée précédemment par Vincent Borelli, mais qui aura aussi d'autres spécificités et qui s'inscrira dans un contexte historique très important, puisque sur les lieux mêmes où Jean Perrin a pendant des décennies dirigé son institut spécialisé dans la chimie physique. Première question, le monde des mathématiciens c'est un monde à part, hein, comme tout le monde
le sait, on le dit souvent. Pour vous, qu'est-ce qui fait la particularité du monde des matheux par rapport notamment aux autres mondes scientifiques? Déjà, la particularité, c'est que tout le monde dit qu'il est à part. Mais il reste à prouver qu'il est vraiment à part. Hein. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de différence, par exemple, entre le monde des mathématiciens et le monde des informaticiens. Qu'est-ce que vous en pensez, les collègues? Ben, moi déjà, un monde à part, on est tous des êtres humains, on fait tous partie du même monde. Je me sens pas du tout à part. Je me sens comme beaucoup de mathématiciens habité de passion. Et je pense qu'on est tous habités de passion. Et une de ces passions, c'est les mathématiques. Elles m'ont conduit à faire des mathématiques, elles ont conduit les mathématiciens à en faire. Puis vous avez probablement vos propres émotions. Ça ne nous met pas à part. C'est juste qu'on a une activité qui est considérée comme socialement très élevée intellectuellement et qui, de ce fait, produit sa propre barrière peut-être, mais je ne crois pas elle est superficielle, elle n'est pas profonde. Au fond, on est tous pareils, on a des passions, on les exprime d'une façon ou d'une autre. Il se trouve que les mathématiques, c'est une façon qui est socialement valorisée. Alors c'est assez frappant de voir que, par exemple, quand des journalistes s'occupent d'interviewer un mathématicien, de faire son portrait, ils cherchent toujours à expliquer les choses à la fin des fins par la mathématique. Quand vous leur dites, par exemple, oh, j'aime bien promener, ils disent, ah, parce que ça vous permet de penser à des maths. Ou alors vous leur dites, j'aime bien le cinéma, ils disent, ah oui, parce que ça permet de vous reposer les mathématiques. Et tout est comme ça. Enfin, on entend souvent des élèves dire que les mathématiques, ce n'est pas pour moi en fait. Et en fait, qu'est-ce qui fait que beaucoup de gens n'aiment pas au premier abord les mathématiques? Pourquoi est-ce une matière qui est si clivante en fait? Je ne sais pas, j'ai envie de dire le roller, le skater par exemple. Pourquoi est-ce que c'est si clivant? Pourquoi est-ce que quand je me mets sur un skate, je me casse la figure? Mais les mathématiques sont comme le reste. Pour en apprécier la beauté, la joie à en faire, on est obligé d'abord de s'investir un peu. Et cet investissement, comme tout investissement, eh bien, il est souvent pas facile, c'est pas donné. Bon, il y a certaines personnes qui vont les mettre sur un skate, ça va, elles tombent pas trop, et puis elles vont tout de suite progresser. Et puis d'autres qui vont tomber, retomber et s'accrocher, puis elles vont faire du skate merveilleusement, m'impressionner. Je vois ça exactement de la même façon pour les mathématiques. Sauf que souvent, les personnes qui se disent « c'est pas pour moi », elles n'ont pas cette vision justement. Elles se disent pas « mais c'est complètement normal que dès le premier coup, je n'y arrive pas ». C'est normal. En général, si on me met sur un skate, je me casse la figure. Ben pareil, si je commence à faire des maths, on va se casser la figure. C'est complètement normal et ça ne doit pas décourager. C'est peut-être ça. Les mathématiques, ça impressionne. C'est une façon de penser un peu particulière. Il est facile de se dire, oulala, ça demande, ça s'adresse à des gens particuliers. Oulala, je vais pas y arriver. D'ailleurs, on m'a déjà dit avant que j'y arriverais pas. Alors, bon, quand on parle dans cet état d'esprit, ça a beaucoup de chances de tourner à la prophétie autoréalisatrice. Mais est-ce qu'on n'a pas, et spécialement dans l'éducation nationale, une grosse notion que les maths c'est un outil de discrimination sociale aujourd'hui, notamment par le fait de la façon dont c'est enseigné, et que on essaye de tout expliquer et de donner l'excellence par les maths, en tout cas surtout au lycée. Ouais, c'est ce qu'on disait à une époque. Mais bon, puis les programmes de maths sont un peu cassés la figure. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'effort de regarder un sujet de maths il y a quelques décennies. Hein. Et il faut le voir, le sujet de maths, le sujet de maths de fin de série scientifique à la fin des années 50, c'était autrement plus costaud que maintenant. Alors peut-être qu'à une époque on voyait ça comme quelque chose de très discriminant, mais maintenant, bon, si on fait bien les exercices, si on écoute bien ce qui se passe, si on travaille, il faut un peu faire exprès pour se planter.
à l'épreuve de mathématiques du bac. Bon, j'exagère un peu quand je dis ça, je fais un peu dans la provoque. Mais quand même, on n'est pas du tout sur la même échelle d'exigence que dans le temps. Et je voudrais renchérir sur un point. Les mathématiques ont quand même cette qualité qu'elles vous remercient tout de suite de votre effort. Vous avez un problème de mathématiques, vous butez dessus, vous n'y arrivez pas, vous continuez, vous persévérez, puis vous y arrivez et vous savez que vous y êtes arrivé. Vous le savez, la démonstration vous le dit. Pas la peine d'aller voir le prof. Vous avez raison, plus personne ne peut vous contredire. Et il y a une espèce de satisfaction que vous avez en vous et un encouragement à faire des mathématiques parce que justement, personne ne peut plus vous contester ensuite. Votre récompense, elle est dans le résultat obtenu. Moi, je voudrais aller un petit peu au-delà de votre réflexion. C'est quid de l'avenir? Parce que, personnellement, moi, je suis assez inquiet en tant que père de famille et parent d'élèves. Je vois quand même comme les choses ont bien changé. Cédric Villani a bien dit, évidemment, il y a quelques décennies, c'était autrement plus compliqué. Moi-même, il y a déjà 3-4 décennies que je suis passé par une série scientifique qui était plus costaud que celle d'aujourd'hui. Quand je compare avec ce qui se passe aujourd'hui, il s'est passé quelque chose au niveau éducation. Je parle au niveau instruction, éducation nationale. Je ne vois pas l'avenir d'un œil serein, pour être vraiment tout à fait honnête. Mais pour moi, personnellement, je vois la chute. Ça fait 25 ans que j'enseigne, plus de 25 ans. Le constat est là, hein, est purement factuel. Donc là, je pose une question, je n'y réponds pas. Évidemment, entre-temps, il y a eu la démocratisation massive du baccalauréat et une démocratisation moins massive, mais quand même importante, des études supérieures, qui a joué. Mais c'était un enjeu délicat que de maintenir un niveau d'exigence important. Une deuxième chose qu'on peut évoquer, c'est le fait que de nouvelles disciplines sont apparues et qu'on a demandé encore plus de disciplines avec un transfert progressif d'enseignement qui était dévolu à la famille à une époque et qui se retrouvait plutôt confié à l'éducation. Alors plus d'enseignement veut dire moins d'horaires de chacun. On va cependant regretter que les horaires de mathématiques aient été tant réduits, les mathématiques ayant ce statut particulier de la discipline qui vous entraîne à réfléchir, à vous creuser la cervelle avec la conviction que la solution est en vous. Rares sont les disciplines qui peuvent s'en vanter. Et j'ai vraiment observé en 10 ans une chute quasi continue des effectifs. Au départ, j'enseignais dans un amphithéâtre avec presque 200 personnes. C'était il y a 10 ans. Et maintenant, les effectifs tournent autour de 20 à 25. Donc c'est dire à quel point il y a eu une chute énorme. Pour renchérir sur ce que disait Cédric, voilà, typiquement, on a exactement ce comportement. Je me souviens très bien d'une étudiante qui est venue me voir à la fin de sa première année de préparation de CAPES, et elle m'a dit ceci: j'en ai marre d'être un poisson rouge, je veux devenir un requin. Elle a quitté la préparation du CAPES, elle est allée à l'ISFA, donc les sciences financières et actuaires, et actuellement la seule façon que j'ai de rencontrer cette fille, c'est probablement de lever les yeux au ciel et de regarder les hélicoptères qui passent. Elle doit être dans l'un d'eux. Donc voilà pourquoi on a une chute. C'est parce que la profession est socialement très dévalorisée. Il suffit de regarder la presse, il n'y a pas un jour où elle ne crache pas sur les professeurs. Elle est très dévalorisée et je crois que ça compte énormément. Quand on est jeune, on a envie d'une profession dans laquelle on va être épanoui, mais aussi épanoui socialement. Et pourquoi choisir une voie si difficile avec une reconnaissance si faible? Vous avez aussi pointé un problème dans l'enseignement, enfin, que c'est difficile d'être professeur de mathématiques et difficile, je pense, d'être professeur en général. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une dégradation de la profession d'enseignant depuis, je sais pas, quelques années peut-être? Même au niveau universitaire?
Or, les enseignants eux-mêmes en sont convaincus. Quand vous demandez aux enseignants en collège, en lycée, est-ce que vous trouvez qu'il y a un malaise enseignant, ils vous répondent genre à 95% oui, il y a un malaise enseignant. Déjà, on part mal là quand on voit ça. Donc le malaise, je crois qu'il est incontestable au niveau de l'enseignement secondaire. Au niveau de l'enseignement supérieur, il est moindre. C'est beaucoup moins difficile de gérer un amphi que de gérer une classe de collège, bien sûr, et puis beaucoup moins soumis à des pressions et des tensions diverses de la part de toute la société. C'est un problème général de l'enseignant, mais ce qui pâtit en premier sont les enseignants de mathématiques. C'est comme le canari dans la mine, parce que c'est le job le plus compliqué, celui où il faut faire le plus de choses à la fois. C'est à la fois culturel, c'est à la fois au niveau du raisonnement et des connaissances, c'est au niveau de la technique. Et ça doit préparer à toutes sortes diverses d'usages de mathématiques dans différents métiers. Donc ça demande un vrai engagement pédagogique, c'est délicat, et en même temps l'un de ceux où les tentations de carrières alternatives sont les plus fortes. Donc c'est ce qui pâtit en premier. Et c'est une vraie question que de savoir comment on va assurer la relève par rapport à cette pénurie d'enseignants en mathématiques. Et il y a plusieurs options. On peut continuer à réduire les horaires, on peut importer massivement des enseignants de mathématiques, on peut demander à des ingénieurs de venir faire des cours de mathématiques en plus, toutes sortes de solutions dont aucune n'est vraiment satisfaisante tant qu'on n'a pas réussi à faire redémarrer le système. Et je crois justement qu'une des façons de redémarrer le système, c'est probablement de valoriser cette profession. Je pense qu'on est plus capable qu'on ne le pense d'accepter une profession difficile si elle est bien valorisée. Je crois que, en particulier, ce qu'a dit Cédric est parfaitement vrai, les conditions de travail sont rudes pour un prof. Elles sont rudes maintenant, elles l'étaient il y a 10 ans. J'ai envie de dire que la durée de vol des compas dans la classe, elle a dû rester à peu près constante, quoi. Or, il y a 10 ans, j'avais encore des amphis avec presque 200 personnes, et maintenant, je n'ai plus de 20 personnes. Donc il s'est bien passé quelque chose. Monsieur Lachaud, peut-être. Je crois que tout a été dit. Disons quand même que même dans le supérieur, on a aussi des pressions. Donc, je crois que l'un des plus gros problèmes évoqués, c'est le côté économique de la formation. On nous réduit nos heures. Nous, on voudrait, tous mes collègues voudraient que l'on dispose vraiment d'un volume horaire convenable, décent, pour pouvoir enseigner un minimum de notions que nous considérons absolument fondamentales. Mais plus le temps va, plus on réduit ces heures. Donc pour nous, ça devient un gros problème. Un gros problème qui nous force effectivement à diminuer nos objectifs. Mais jusqu'où va-t-on aller comme ça? Du coup, vous me faites une transition absolument parfaite. Parce qu'on a parlé là, de l'éducation nationale au lycée, au collège, ce qui me concerne moins. Mais au début de semaine, Monsieur Villani, vous avez signé une tribune avec 6 autres chercheurs au monde pour interpeller le gouvernement au sujet d'un décret parlementaire qui vise à annuler plus de 250 millions d'euros de crédits alloués à la recherche. Donc ça pose évidemment la question de l'état de la recherche en France. Vous avez décrit ça comme un coup de massue sur la recherche. Donc première question, quel retour vous avez eu après cette tribune? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire actuellement sur l'état de la recherche en général en France? Bon, pour la première question, effectivement, on a employé des mots durs dans la tribune, coup de massue, suicide, et plein d'autres choses comme ça. Mais ouais, c'était vraiment un coup de massue, c'était vraiment un suicide à long terme. Ça venait vraiment au mauvais moment symbolique parce que ça tombait en même temps que l'annonce d'augmentation constante de crédits de recherche du côté allemand depuis 10 ans. Et la réponse courte à votre question, c'est qu'on a gagné, au sens où le gouvernement a annoncé sans ambiguïté un recul sur tous ces sujets, et le président de la République a programmé une rencontre avec nous, avec conférence de presse, enfin en tout cas point de presse dans la foulée, ce qui veut dire que les nouvelles seront bonnes, avec très forte probabilité.
Pour la suite de la question, le milieu de la recherche a été soumis à beaucoup de pression et de tension au cours des dernières années parce qu'il est passé par des phases de réforme, des phases de transformation. Il était nécessaire de faire des réformes. On peut critiquer ou approuver la façon dont elles ont été menées, mais le fait qu'il fallait faire des réformes, je pense qu'on ne discute plus. Le fait qu'il fallait en particulier se lancer vers plus d'autonomie des établissements universitaires a été accepté par tout le monde. Mais c'est difficile, c'est douloureux, c'est une transition qui va mettre encore des années à se parachever. Et puis il y a eu des concours, beaucoup de concours, des projets, beaucoup de projets. La vague est en train de se terminer, mais ça a demandé beaucoup d'énergie et ça a engendré beaucoup de tensions. Le monde de la recherche est partagé, d'une part d'une fierté de voir que les récompenses internationales continuent à régulièrement survenir dans l'écosystème français, et puis des projets qui sont toujours plus internationaux. En revanche, une inquiétude face à l'évolution du paysage et puis certains dysfonctionnements structurels qui sont fragilisés par le fait que la quantité d'argent dans le système reste faible. La tribune, l'action, la mobilisation des collègues a permis de sauver les 250 millions que vous évoquiez, mais on reste sur des budgets très contraints. Et il y a cette tension qui est palpable et qui fait que aussi il y a un certain malaise au niveau de la recherche. Je persiste à dire que ce malaise est beaucoup moins important que le malaise qu'on peut sentir chez les enseignants, et particulièrement les enseignants de collège. Oui, d'abord je voudrais féliciter Cédric pour son engagement, pour cette tribune, et puis ces bonnes nouvelles qui vont probablement arriver si je comprends bien. Je voulais dire qu'effectivement, le paysage de la recherche a profondément changé en 20 ans. Mon métier n'est plus tout à fait le même. Quand j'ai débuté, pour être concret, quand j'ai débuté, si j'avais besoin d'argent, j'allais voir le directeur du laboratoire en général en début d'année. Et puis on me donnait suffisamment d'argent pour que je puisse faire mes voyages, ma recherche. J'étais assez tranquille. Certains diraient que je ronronnais plutôt, mais c'était plutôt de la tranquillité d'esprit. À l'heure actuelle, c'est plus du tout ça. Si je vais voir mon directeur ou ma directrice, là pour le coup, de laboratoire, elle va me dire « Mon petit Vincent, tu vas faire tes demandes de financement comme tout le monde, au travers des organismes qui vont bien, le CNRS, l'ANR, tout ce que vous voulez. » Et donc, le chercheur se voit contraint de passer un temps important, vraiment important, à la recherche de ses sources de financement. Ça veut dire expliquer ses projets, ça veut dire vraiment pas mal d'énergie. La contrepartie, c'est que sans contexte, quand on gagne, c'est-à-dire quand les dossiers sont acceptés, on a beaucoup plus d'argent que ce qu'on pouvait espérer auparavant. Donc au bilan, je ne sais pas ce que je préférais. Je ne sais pas, entre la tranquillité d'esprit et puis le fait de passer beaucoup de temps à essayer d'obtenir de l'argent, disons que les choses ont changé. Peut-être Vincent peut nous parler du projet EVA dans lequel il s'est investi ces dernières années. Alors oui, je peux parler du projet EVA, ça sera tout à fait symptomatique de cette difficulté qu'on a à obtenir de l'argent. Donc le projet EVA, c'est un projet que nous avons mis en place avec des collègues de Grenoble pour résoudre une question mathématique qui remontait à Nash, une question dans laquelle il y avait un aspect de visualisation, donc avec de l'informatique, des mathématiques appliquées, puis aussi un aspect de compréhension de certains objets géométriques. Donc c'était un projet qui mettait en jeu 4 personnes. C'est pas un super gros projet, c'est pas non plus l'article à 1 ou à 2 comme il y a essentiellement en mathématiques. Et j'ai besoin d'argent. Pour ça j'ai fait un certain nombre de demandes et tout a été refusé. Absolument tout. Donc je me suis retrouvé... Combien de demandes? Ah, je me souviens plus.
J'avoue que je me souviens plus. Une dizaine? Non, pas une dizaine, là c'est exagéré. Non, non, non. J'ai fait tout ce que je pouvais à l'époque, et ce que je pouvais à mon niveau, ça doit faire 3-4 demandes, quelque chose comme ça, mais c'est quand même long. Hein. Me retrouvant sans argent, je me suis dit quoi faire? Je me suis retourné vers la région Rhône-Alpes. Et je leur ai vendu le projet de la façon suivante. Je leur ai dit que ce projet allait conduire à des images d'objets mathématiques nouveaux. Et je leur ai donné l'exemple des fractales. Je leur ai dit, écoutez, quand les fractales sont apparus, d'un coup, ces objets étaient tellement spectaculaires qu'ils se sont diffusés partout. Tout le monde les a vus. Donc là, vous avez un financement qui, à l'échelle de la région, n'est pas grand-chose. En gros, c'était un demi-million. Si ça rate, bah ça rate. Si vous gagnez, les images seront partout. Vous avez de la publicité région Rhône-Alpes partout dans le monde pour un demi-million d'euros. Bon, là-dessus, j'ai été plus ou moins autorisé à candidater. On a fait ce dossier, on a été retenu et le projet a pu partir parce que la région Rhône-Alpes nous a soutenus. Sinon, eh bien, il n'aurait pas été développé. Et le projet a réussi. Ah oui, ce que je devrais dire peut-être. La conclusion, c'est que la région Rhône-Alpes a eu sa publicité pour moins d'un demi-million d'euros. Voilà. La recherche, sachant que le financement privé a plus tendance à aller vers financer des recherches dont on connaît les applications et moins fondamentales, est-ce qu'on n'a pas un risque de délaisser petit à petit les recherches plus fondamentales, dont au final les applications sont encore inconnues, vers des recherches purement pragmatiques? Je pense que c'est lui qui pourra répondre. C'est question de dosage. À l'échelle de l'individu, tous les choix sont respectables et il est important que des profils comme celui d'Aimé soient possibles, que nous ayons des chercheurs qui puissent se consacrer à leur recherche sans se soucier des applications. À l'échelle de la société, ce n'est pas admissible cependant. Il est important qu'il y ait une portion des chercheurs qui soient dirigés par les applications, pendant que d'autres seront plus dirigés par juste leur propre goût, et puis d'autres encore sur des points de vue intermédiaires. Donc il est légitime, compte tenu de la structuration traditionnelle de la recherche française extrêmement publique, il est légitime d'aller vers une évolution, de voir une évolution qui va vers plus de financement privé. Tout est question de dosage. Le problème, tel qu'on le ressent, et tel que la plupart des collègues le ressentent, est moins dans cet apport privé que dans les faibles taux de succès des requêtes de financement public. Pour être plus concret, ANR l'an dernier, c'est je crois 8% de taux de réussite. Avec 8%, vous ne faites pas tourner un système satisfaisant. Ça génère trop de frustration et c'est un chiffre de l'ordre du double serait beaucoup plus raisonnable. Donc il y a une vraie discussion technique aussi, que ce n'est pas le lieu de faire ici, sur les montants des financements. Tout à l'heure, Vincent évoquait le fait qu'il n'arrivait pas. L'un des problèmes qui se posait à lui quand il déposait des demandes de financement, c'est qu'elle n'était pas assez grosse. Et c'est quelque chose qui revient régulièrement dans le financement des projets de mathématiques, quand ils sont mis en commun avec des projets de nombreuses autres disciplines. Bon. Donc il y a au-delà de la question de principe, certainement plus importante, il y a la question pragmatique de faire en sorte que le système marche et satisfasse aux besoins des uns et des autres. Oui, c'est vraiment une question d'équilibre. Je vois vraiment la recherche globalement comme un arbre. D'ailleurs, il me revient le mot de Condorcet. Condorcet disait la chose suivante, dénoncer la recherche fondamentale comme inutile, c'est la même chose que retrancher les racines d'un arbre sous prétexte qu'il ne porte pas de fruits. Bon, il faut faire attention aux racines et aux fruits. Voilà. Et puis les engrais qu'on met dessus, peu importe, mais il faut que l'arbre soit bien équilibré et des bonnes racines et de gros fruits. N'y a-t-il pas aussi un risque que les entreprises deviennent un moteur de l'innovation fondamentale plus que les gouvernements, ce qui opposerait un rapport de force qui serait problématique? Alors si on sortait
cette question du contexte, et qu'on la traduise en quelque langue que ce soit, un auditeur comprendrait qu'elle a été posée par un Français. On risque que l'innovation passe davantage du côté du privé. Là, c'est un réflexe très français historique, la méfiance par rapport aux organismes privés, et nous avons beaucoup de progrès à faire là-dessus. Et il y a... même dans les pays où le secteur privé a une très grosse importance, mettons les États-Unis, les organismes publics ont un rôle énorme dans les avancées fondamentales, mais le dialogue entre ce qui relève du privé et ce qui relève du public est bien meilleur. Sur ce point, la France a encore énormément à progresser. Oui, alors, Monsieur Villani, à propos de votre médaille Fields, du coup vous l'avez décroché en 2010 je crois, et du coup ça vous a fait... Comme le temps passe. C'était déjà 6 ans. Donc ça vous a fait rentrer dans le cercle des plus grands mathématiciens français. Alors est-ce que vous avez eu comme objectif de la remporter, ou est-ce que c'est venu après coup en fait? À la fois c'est une question qui est dans votre tête et à laquelle je vous ai forcé de ne pas penser. Parce que, évidemment, le monde mathématique est assez petit, les uns les autres, enfin on le sent quand on est dans la course. Et évidemment qu'on y pense. Et évidemment qu'on comprend qu'il y a un enjeu. Quand je travaillais sur Amortissement Landau, je comprenais bien qu'il y avait un enjeu possible pour la médaille Fields, mais en même temps je savais que si j'y pensais explicitement, ça allait tout planter. Donc je m'efforçais de ne pas y penser et de me concentrer sur la partie mathématique. La médaille Fields, ça sonne bien que c'est un jeu où vous ne pouvez pas le jouer de manière politique. C'est un jeu que vous ne pouvez pas jouer de manière politique. Vous ne savez pas qui est le jury, vous ne savez pas qui vote pour vous, qui vote contre vous, vous ne savez rien. Tout ce que vous pouvez faire, c'est continuer vos maths. C'est beau. Alors moi j'ai une dernière question pour vous trois, alors c'est une question beaucoup plus futile et beaucoup plus scientifique aussi. Pensez-vous que l'univers est infiniment continu? C'est infini en fait, par rapport au temps et par rapport à l'espace? Et est-ce que vous avez des pistes pour savoir ça? Ou si ça vous inspire vraiment pas? C'est une question qui relève de la conception du monde, une question qui va toucher, pour un physicien, on pourra dire même que ça peut s'apparenter à des convictions philosophiques. On sait que Einstein ne croyait pas au trou noir parce qu'il ne croyait pas aux singularités. À la fin des fins, tout doit être lisse. Bon. Moi, j'ai l'habitude des singularités, j'ai en tête des exemples historiques tels que trou noir ou amortissement lambda ou encore d'autres dans lesquels les singularités, en un sens ou en un autre, se sont révélées être les objets les plus signifiants et les plus éclairants. Et donc ça ne me dérange pas de penser qu'il y a des discontinuités dans l'univers, des choses qui ne sont pas assez infinies ou même des discontinuités. Alors après, on se retrouve à des questions extrêmement délicates. Mais qui a consacré une partie de sa vie au mouvement brownien, a l'habitude de travailler avec des objets qui ne sont même pas dérivables. Presque une demi-dérivée, mais pas plus. Et on a envie de se dire maintenant que c'est quelque chose de générique. L'idée s'est faite dans ces sujets qu'une fonction tirée au hasard, une fonction typique, elle n'est pas lisse. Pourtant, j'ai travaillé sur la théorie de l'amortissement Landau et je me suis convaincu que sur ces questions-là, il s'agit de stabilité dans les plasmas, la stabilité est intimement liée à la régularité. Et que si on a une perturbation, si on regarde la résistance d'un plasma à des perturbations qui sont lisses ou pas lisses, eh bien la conclusion est très différente. Et ça a été confirmé aussi dans des problèmes de mécanique des fluides récemment. Et ce qu'on observe dans des expériences, parfois ça s'apparente à ce qui concerne des perturbations peu lisses, parfois des perturbations lisses. Donc il y a vraiment derrière des questions fondamentales peu résolues. On dit souvent que les deux questions, parmi les deux questions épistémologiques les plus délicates
dans toute la mathématique et dans toute la science, c'est l'infini et le hasard, on peut rajouter la régularité aussi. Question épistémologique très délicate. J'ai envie de rajouter avec un peu d'humour et les sacs en plastique. Je vous explique pourquoi. On a la très bonne habitude maintenant de remplacer les sacs en plastique par des sacs en papier. Et il y a 2 ans, je fais mes achats de vêtements et on met mes vêtements dans un sac en papier sur lequel il y avait marqué « La taille de l'univers varie avec celle de vos rêves ». Ça sera ma réponse.